Le silence n'est jamais vide. Il est une sentence que seul l'homme condamné sait traduire. À l'habitation Valmont, en cette année 1845, le silence possède une texture épaisse, presque étouffante. Basile ne regarde jamais le ciel pour prédire l'avenir. Il l'écoute à travers les vibrations du sol sous ses pieds nus. Il perçoit ce que personne d'autre ne soupçonne, le craquement d'une tige, le mouvement d'un insecte à 10 mètres sous terre. Pour le comte de Valmont, Basile n'est qu'un outil de précision, une boussole humaine qu'il traite avec un mépris teinté de superstition. Le maître ignore que son esclave entend bien plus que la sève montée dans les plants de maïs. Basile entend les battements de cœur affolés, les murmures de trahison et le bruit du métal qui s'entrechoquent dans l'ombre des bureaux. Mais ce qu'il a perçu ce matin-là, dans le frisson de la terre, dépasse tout ce qu'il a connu jusqu'ici. Avant d'entrer dans les détails de cette nuit qui a tout changé, je vous demande de rester avec nous jusqu'à la dernière seconde. Notez cette affaire de 0 à 10 dans les commentaires et abonnez-vous pour que ces récits de justice ne tombent jamais dans l'oubli. Dans l'ombre de la grande grange, la petite Céleste, 10 ans à peine, serre un secret contre sa poitrine, un médaillon de fer, dernier vestige d'une mère vendue 3 mois plus tôt pour payer les dettes de jeu du comte. Valmont est un homme acculé, un faussaire dont la fortune n'est qu'une façade de papier sur le point de s'embraser. Derrière son arrogance et ses bottes vernies se cache la panique d'un aristocrate qui a déjà tout perdu, sauf son apparence. L'année précédente, Basile avait sauvé l'habitation d'une sécheresse meurtrière en guidant l'irrigation avec une précision que les savants de Saint-Pierre qualifiaient de miraculeuse. Il avait rempli les coffres de Valmont, mais ce succès n'avait fait qu'aiguiser l'appétit du prédateur. Dans le bureau de bois des îles, sous une trappe que le comte croit secrète, repose le véritable visage de l'habitation Valmont. Un registre où les êtres humains ne sont que des chiffres, des pertes sèches que l'on rature sans l'ombre d'un remords. Céleste est la prochaine sur la liste du commissaire-priseur, une marchandise destinée à boucher les trous d'une comptabilité truquée. Valmont a besoin d'or, et il est prêt à vendre chaque âme de la plantation pour maintenir son train de vie indécent. Mais Basile a entendu les transactions nocturnes, les voix basses des trafiquants de chair humaine qui rôdent autour de la demeure coloniale. Il connaît le prix de chaque trahison et le poids de chaque mensonge que Valmont profère devant la bonne société. Le mépris du maître est sa plus grande faiblesse, car il ne voit en Basile qu'une machine biologique, incapable de réflexion ou de révolte. Il ne se doute pas que l'esclave possède la clé de sa ruine, dissimulée dans les vibrations du sol qu'il foule chaque jour. L'air commence à changer, devenant lourd, saturé d'une odeur de poussière brûlée et d'un soufre invisible qui pique les narines. C'est le signe que quelque chose de colossal est en marche, quelque chose que même les murs de pierre de la maison de maître ne pourront arrêter. Le bourdonnement commence dans les profondeurs de la vallée, un murmure sourd qui fait vibrer les tympans de Basile comme un tambour de guerre. Ce n'est pas le vent, ce n'est pas l'orage, c'est une menace bien plus dévastatrice. La nuée noire approche, une armée de millions d'ailes capable de transformer un paradis vert en un désert de cendres en moins d'1 heure. Pour Valmont, c'est la fin de sa dernière ressource. Pour Basile, c'est l'instrument d'une justice que personne n'a vu venir. Ivre de sa propre arrogance, le comte ordonne de barricader les silos, persuadé que son trésor est à l'abri derrière des portes de chêne et de fer. Il ignore que le véritable danger ne vient pas seulement de l'extérieur, mais des documents qu'il garde sous clé. Basile a découvert le secret ultime. Valmont a hypothéqué la liberté de tous les nègres de l'habitation, même ceux nés libres. Un document portant le sceau de cire rouge du gouverneur, preuve d'une infamie qui dépasse l'entendement. Le destin préparait un piège dont les mâchoires étaient déjà grandes ouvertes, et Valmont s'y engouffrait avec une confiance aveugle. Basile savait que s'il sauvait la récolte cette fois encore, Céleste serait vendue dès l'aube pour financer un navire négrier clandestin. Le choix était simple mais atroce, protéger le fruit du travail de ses frères, ou laisser le fléau tout détruire pour briser les chaînes du maître. Le silence de la nuit est soudain rompu par un frottement de millions d'ailes, un bruit de papier que l'on déchire à l'infini. La nuée noire obscurcit la lune, transformant le crépuscule en une nuit d'encre, où les repères s'effacent un à un. C'est l'instant précis où le scandale couve, où l'ordre établi commence à se fissurer sous le poids de la nature. Contrairement aux ordres du maître, Basile ne donne pas l'alerte pour boucher les conduits d'aération des silos de maïs. Au contraire, ses doigts se referment sur les poignées de fer avec une détermination glaciale. Il ouvre les accès, offrant le cœur de la fortune de Valmont à l'appétit insatiable des insectes qui descendent du ciel. Le bourdonnement devient assourdissant, envahissant chaque recoin de la propriété comme le cri d'une terre qui réclame son dû. Le pire n'était pas l'arrivée de la nuée, mais ce que Basile s'apprêtait à faire pendant que le chaos s'emparait de l'habitation. Il savait que dans quelques minutes, le monde de Valmont ne serait plus qu'un souvenir de poussière. Valmont sort de sa demeure en hurlant.
sa voix couverte par le vrombissement des millions de criquets qui s'abattent sur ses champs. Il voit son précieux or jaune disparaître sous un tapis grouillant, une vision d'horreur qui lui glace le sang. La panique s'installe dans la maison de maître, les domestiques s'enfuient et les gardes abandonnent leur poste devant l'ampleur du fléau. C'est dans ce tumulte que Basile s'introduit dans le bureau, là où les secrets du comte sont les mieux gardés. Il ne cherche pas les pièces d'or ou les bijoux que le comte a accumulés par la souffrance d'autrui. Ses doigts cherchent le registre, le papier froid et les preuves de la traite illégale qui condamne Valmont bien plus sûrement que la ruine. Les hurlements du maître qui voit sa vie s'effondrer sous ses yeux ne sont qu'un bruit de fond pour l'esclave qui a appris à écouter l'essentiel. Basile trouve enfin l'acte de vente frauduleux, caché derrière le panneau de bois sombre. Il y avait un détail qui n'était pas à sa place, une lettre signée du procureur de la République, cachée entre 2 pages du registre, une preuve accablante que Valmont était déjà sous surveillance et que cette récolte était sa dernière chance de survie. Le piège s'est refermé, non pas par le hasard de la nature, mais par la volonté d'un homme que le comte considérait comme rien. La nuée noire n'était que le rideau de fumée nécessaire pour que la véritable justice puisse opérer dans l'ombre. Le matin approche, et avec lui l'arrivée d'une autorité que Valmont ne pourra ni corrompre, ni intimider avec sa cravache. Basile attend, calme, au milieu du désastre, tenant entre ses mains le destin de toute l'habitation. Le juge de paix, alerté par les rumeurs de faillite imminente, approche de la plantation dévastée avec une escorte de gendarmes. Ce qu'il va découvrir changera à jamais le visage de la colonie et révélera l'ampleur d'un système corrompu jusqu'à la moelle. L'homme qui était hier le roi de la vallée n'est plus qu'une épave brisée, errant au milieu de silos vides et de champs dévorés. Mais la perte de sa fortune n'est que le début de son calvaire, car Basile s'avance maintenant vers le magistrat. Le geste est lent, précis, chargé d'un silence qui glace le sang des quelques témoins restant sur place. Basile ne parle pas, il laisse les documents parler pour lui, révélant la traite, la fraude et la séquestration de personnes libres. La chute est brutale. Le prestige de la famille Valmont s'effondre comme une bâtisse vermoulue que l'on vient de pousser du doigt. Les preuves sont irréfutables, marquées du sceau de l'infamie et de la cupidité sans limite d'un homme désespéré. La honte change de camp dans un cliquetis métallique qui résonne plus fort que tous les ordres jamais donnés sur cette terre. Valmont, l'homme qui se croyait au-dessus des lois, est emmené sous le regard impassible de ceux qui l'a opprimé. Le scandale fait trembler toute la colonie, révélant un réseau de corruption qui remonte jusqu'au plus haut bureau du gouvernement. Mais pour Basile et la petite Céleste, le monde a cessé de trembler pour une toute autre raison. La terre est nue, purifiée de son oppresseur par le passage de la nuée noire et le courage d'un homme qui savait écouter. La liberté n'est plus une promesse lointaine, elle est le silence de cette vie nouvelle qui commence enfin. Chaque grain de maïs perdu était le prix de leur dignité retrouvée, une transaction que Valmont n'aurait jamais pu comprendre. Mais alors que le calme revient sur l'habitation, une question demeure. Qu'était-il écrit exactement dans cette lettre du procureur? Le soleil qui se lève sur l'habitation Valmont n'apporte aucune chaleur, seulement une clarté crue sur un désastre que personne n'aurait pu imaginer. L'odeur est insupportable, un mélange de terre retournée, de sève fermentée et du relent âcre de millions d'insectes écrasés. Le juge de paix, M. de Kerlouan, avance avec une prudence de chat dans ce cimetière végétal, ses bottes craquant sur les carapaces desséchées des criquets. Chaque pas qu'il fait semble résonner comme un glas dans l'esprit du comte de Valmont qui se tient à l'écart, livide. Valmont ne comprend toujours pas comment son empire a pu s'effondrer en une seule nuit de vrombissement assourdissant. Il fixe Basile, qui se tient droit près du grand puits, et dans ce regard passe une lueur de haine pure, une certitude que son outil a fini par se retourner contre lui. Basile sent le poids du papier contre sa hanche, un poids plus lourd que toutes les chaînes qu'il a portées au cours de sa vie. Ce registre n'est pas seulement un livre de comptes, c'est la preuve matérielle que la cruauté de Valmont n'était pas un accident, mais une stratégie financière. Le juge de Kerlouan n'est pas un homme que l'on impressionne avec des larmes ou des récits de malchance climatique. Il a vu passer des dizaines de propriétaires ruinés, mais ici il sent que quelque chose d'autre que la récolte a été dévoré par la nuée noire. C'est alors que surgit Gaston, le commandeur de l'habitation, un homme dont la brutalité est la seule loi qu'il connaisse. Gaston a remarqué l'absence de Basile pendant le pic de l'attaque des insectes, et il sait que les aérations des silos n'ont pas pu s'ouvrir toutes seules. Gaston pose une main lourde sur l'épaule de Basile, ses doigts s'enfonçant dans le muscle avec une force qui promet une violence immédiate. « Où étais-tu quand le ciel nous est tombé sur la tête, nègre ?» siffle-t-il, l'haleine chargée de mépris et de rhum bon marché. Le silence de Basile est sa seule armure, mais il sait que Gaston ne se contentera pas d'un mutisme prolongé.
La tension monte, palpable, sous le regard distant du juge qui commence à feuilleter les premiers papiers que Basile lui a remis plus tôt. Ce que le juge découvre dans les premières lignes du registre dépasse le simple cadre d'une faillite agricole. Il y lit des noms, des dates et des montants qui ne correspondent à aucune transaction légale autorisée par la couronne. Le nom du navire apparaît enfin, le Zéphyr. Un nom léger pour une cargaison de ténèbres, un bâtiment qui n'existe sur aucune liste officielle du port de Saint-Pierre. Valmont n'était pas seulement un faussaire, il était l'investisseur principal d'une expédition de traite clandestine. Le comte sent le sol se dérober sous ses pieds, plus sûrement que si la terre s'était ouverte pour l'engloutir. Il sait que si le juge tourne la page suivante, il trouvera le lien direct entre les dettes de jeu de la maison de maître et le financement des fers pour le voyage du Zéphyr. La petite Céleste regarde par l'entrebâillement de la porte, serrant toujours son médaillon de fer, priant pour que le juge ne voie pas en elle une simple monnaie d'échange. Elle a entendu les murmures des autres esclaves. Si le maître tombe, qui décidera de leur sort? Gaston, sentant que son autorité s'étiole, perd patience et lève son bras pour marquer Basile de son sceau de douleur. « Réponds-moi, ou je t'arrache la langue avant que le juge ne puisse t'interroger » hurle-t-il, sa voix brisant le calme pesant de la matinée. « Assez » tonne le juge, sa voix résonnant comme un coup de canon dans la cour de l'habitation. Il ne regarde pas Gaston. Ses yeux sont fixés sur Valmont, qui semble s'être ratatiné sous son habit de soie désormais taché de jus d'insectes. « Monsieur le comte » commence le juge d'un ton glacial. « Pourriez-vous m'expliquer pourquoi le nom de la mère de cet enfant figure dans une colonne intitulée « Garantie de risque » La question tombe comme un couperet, révélant une horreur que même Basile n'avait pas totalement saisie. Le don de Basile, cette capacité à entendre les vibrations cachées, se déplace maintenant du sol vers les mots écrits sur le papier. Il comprend que la mère de Céleste n'a pas seulement été vendue, elle a été utilisée comme une assurance vivante pour un navire qui n'était jamais censé revenir. Valmont tente de parler, de nier, de dire que ses comptes ont été trafiqués par un ennemi invisible. Mais les preuves sont là, écrites de sa propre main, avec son sceau personnel apposé en bas de chaque page. L'arrogance a laissé place à une lâcheté pitoyable qui n'échappe à personne. L'atmosphère change brusquement, passant de l'enquête administrative à l'arrestation criminelle imminente. Les esclaves de l'habitation, d'ordinaire si discrets, commencent à s'approcher, formant un cercle silencieux et menaçant autour de ceux qui les ont brisés. Ce n'est plus le bourdonnement des insectes que Basile entend, mais le grondement sourd d'une justice humaine qui attend son heure depuis trop longtemps. Il sent la colère de ses frères monter comme une marée, une force que même les fusils de Gaston ne pourront contenir. Le commandeur, sentant que sa protection s'évapore, tente de se faufiler vers l'intérieur de la bâtisse, mais il est intercepté par le regard d'acier de Basile. « Il n'y a nulle part où se cacher, Gaston. La terre, c'est tout ce que tu as fait, » murmure l'esclave avec une autorité nouvelle. Le juge ignore les tensions physiques autour de lui, captivé par un nouveau document qu'il vient de découvrir, caché dans une double reliure. C'est une lettre manuscrite, non signée, mais dont le contenu semble glacer le sang du magistrat au fur et à mesure qu'il le lit. La lettre mentionne un rendez-vous secret dans une crique isolée, loin des regards indiscrets de la capitainerie, pour une livraison qui ne concerne pas seulement de la main-d'œuvre. On y parle de caisses de fer et de poudre noire, suggérant une trahison bien plus vaste. Valmont n'était pas seulement un trafiquant d'êtres humains et un faussaire. Il semblait impliqué dans un complot visant à déstabiliser l'autorité du gouverneur lui-même. La nuée noire n'avait pas seulement détruit du maïs, elle avait exposé les racines d'une rébellion de l'ombre. La ruine est totale, le déshonneur est définitif, et la menace de la potence plane désormais sur la tête de celui qui se croyait intouchable. Valmont pleure, non pas de remords, mais de la terreur de perdre son statut et sa vie dans un cachot humide de Saint-Pierre. Dans ce chaos, Basile reste le seul pilier de calme, l'homme qui a su écouter le sol quand tout le monde regardait le ciel. Il sait que la bataille n'est pas encore finie, car la lettre mentionne une date, celle de cette nuit même. « Monsieur l'officier » lance le juge aux gendarmes, « préparez vos hommes, nous ne rentrons pas en ville tout de suite. Il y a une cargaison que nous devons intercepter avant que la lune ne se lève. » L'enquête vient de prendre une tournure militaire et dangereuse. Le commandeur est saisi par 2 gendarmes avant qu'il ne puisse se débarrasser de son arme. Ses cris de protestation étant étouffés par la main ferme d'un soldat. La hiérarchie de l'habitation Valmont s'effondre morceau par morceau, comme une bâtisse dévorée par les termites. Basile sait qu'il y a un dernier détail qu'il n'a pas encore révélé, une information que seul son sens hors norme lui a permis de glaner dans le silence des nuits précédentes. Quelque chose que Valmont lui-même semble avoir oublié dans sa précipitation à s'enrichir. Le médaillon n'est pas seulement un souvenir de sa mère, c'est une clé,
Une pièce de métal dont la forme correspond étrangement à une serrure que Basile a aperçue dans la cave secrète du comte. Un secret dans le secret, enfoui plus profondément que les racines du maïs dévoré. « Toi, le gardien, » dit le juge en désignant Basile, « tu sembles en savoir beaucoup plus que ce que ces pages racontent. Montre-moi où sont cachées ces fameuses caisses de fer. » Basile hésite, car il sait que ce qu'ils vont trouver pourrait changer le destin de toute l'île. La demeure, autrefois symbole de puissance et de raffinement, ressemble maintenant à une carcasse vide, hantée par les crimes de son propriétaire. Chaque marche de l'escalier craque sous le poids de la vérité, qui s'apprête à être dévoilée au grand jour. L'air devient plus frais, chargé d'une humidité qui sent le renfermer et le métal oxydé, un contraste saisissant avec la chaleur écrasante de la cour. Le juge suit Basile, sa main sur la crosse de son pistolet, sentant que le danger n'est pas totalement écarté. Basile s'arrête devant une paroi qui semble uniforme, mais son oreille perçoit un vide derrière la pierre, un espace où le silence est différent. Il tend la main vers Céleste, qui l'a suivi en cachette et lui demande silencieusement son médaillon de fer. Un déclic métallique résonne dans la cave, un son sec qui semble déverrouiller des années de souffrance et de mensonges accumulés par la famille Valmont. La porte pivote lentement, révélant une pièce sombre où des empilements de caisses attendent leur heure. Ce n'est pas de l'or, ni du maïs, ni même des chênes que le juge découvre à l'intérieur de ces boîtes de bois épais. Ce qu'il voit fait reculer le magistrat d'un pas, ses yeux écarquillés par une révélation qui dépasse tout ce qu'il avait imaginé sur le compte. Le contenu de ces caisses prouve que Valmont ne préparait pas seulement un voyage de traite. Il préparait un acte de guerre qui aurait pu coûter des milliers de vies. Et au fond de la pièce, une ombre bouge, une présence que personne n'avait détectée jusqu'ici. Ce n'est pas un trésor que Valmont gardait sous clé, mais un témoin gênant que tout le monde croyait disparu depuis des mois. Céleste lâche un cri étouffé en reconnaissant la silhouette, et Basile comprend que la justice qu'il a invoquée est sur le point de devenir une réalité brutale. La vérité éclate enfin dans toute sa splendeur tragique, mais alors que le juge s'apprête à libérer la captive, un bruit de galop retentit à l'extérieur de la maison. Quelqu'un arrive, et ce n'est pas pour aider le juge de Kerlouan à faire triompher la loi. Le bruit des sabots contre la terre battue résonne comme un roulement de tonnerre sec dans le crâne de Basile. Il ne s'agit pas de l'escorte du juge, mais d'une troupe d'hommes lancés à bride abattue, porteurs d'une violence que le silence de la nuit n'a pas réussi à étouffer. Le juge de Kerlouan comprend instantanément que la situation vient de basculer du droit vers la survie pure. Il fait signe à Basile de s'écarter de la porte de fer, tandis que dans l'ombre de la cellule, la silhouette enchaînée laisse échapper un gémissement de terreur. À la lueur vacillante de la torche, le visage de la prisonnière apparaît enfin. C'est Adèle, la mère de Céleste, que tout le monde croyait vendue à l'autre bout de l'île. Elle n'était jamais partie. Elle servait d'otage, de monnaie d'échange ultime, pour les transactions les plus sombres du comte. Le cri de Céleste déchire l'air lourd de la cave, un cri de douleur et de joie mêlés qui semble faire vibrer les murs de pierre. Mais ce moment de retrouvailles est interrompu par le fracas d'une porte que l'on enfonce à l'étage supérieur de la maison de maître. Ce sont les créanciers de Valmont, les trafiquants de poudre et d'hommes, à qui le comte a promis une fortune qu'il ne possède plus. Ils ne sont pas venus pour négocier, ils sont venus pour récupérer ce qu'il reste de l'or jaune et éliminer tous les témoins de leurs affaires illégales. Valmont, dans sa folie désespérée, croit voir en eux ses sauveurs et hurle qu'il peut encore tout payer, que le registre est là, que la récolte peut être sauvée. Il ignore que pour ces hommes, un aristocrate ruiné vaut moins que la poussière sur leurs bottes de cuir. Le premier coup de feu claque, brisant un vase de porcelaine sur la véranda, marquant le début d'un affrontement dont personne n'était censé sortir vivant. Le juge de Kerlouan se poste près de l'entrée de la cave, sachant que sa seule protection réside dans l'étroitesse du passage. Basile ferme les yeux, oubliant le chaos pour se concentrer sur les vibrations que lui seul s'est interprétées à travers la roche. Il entend les pas lourds des mercenaires sur le parquet du salon. Il devine leur nombre et leur trajectoire avant même qu'ils n'atteignent l'escalier. Ils arrivaient par le passage de l'office, murmure Basile d'une voix que le juge n'avait jamais entendue, une voix de commandement. Il sait qu'il existe un mécanisme, une ancienne décharge de grains qui mène directement sous les pieds des intrus. La tension est à son comble, l'odeur de la poudre se mélangeant à celle de l'humidité séculaire de la demeure Valmont. Le juge lève son arme, visant l'obscurité, prêt à défendre non pas seulement la loi, mais l'humanité qu'il a retrouvée dans les yeux de Basile. Dans un grondement de chêne et de bois sec, le plafond de l'office s'effondre sous le poids des caisses de fer que Valmont avait si soigneusement dissimulées. Les mercenaires sont ensevelis sous les preuves de leur propre crime, piégés par la structure même de la maison qu'ils venaient piller. Le silence revient brutalement,
seulement troublé par les râles des hommes piégés sous les décombres et le crépitement lointain d'un début d'incendie. Basile ne perd pas une seconde et se précipite vers les chaînes d'Adèle, utilisant une pierre pour briser les verrous rouillés. La justice n'est pas toujours rendue par les tribunaux. Ce matin-là, elle a été rendue par la terre elle-même et par celui qui savait l'écouter. Mais le danger n'est pas totalement écarté, car les gendarmes du juge engagent désormais un combat acharné à l'extérieur contre le reste de la bande. Le juge sort sur le perron, sa silhouette imposante se découpant contre les premières lueurs d'un soleil de plomb. Il brandit le registre comme un bouclier moral, ordonnant l'arrêt immédiat des hostilités au nom de la République et de la loi. La vue de l'autorité officielle, combinée à l'effondrement d'une partie de la maison, finit par briser la volonté des assaillants. Ils comprennent que l'habitation Valmont est devenue un piège mortel, dont plus rien de bon ne pourra sortir pour eux. Le comte regarde sa demeure fumée, son maïs dévoré par les criquets, et ses secrets étalés au grand jour par un esclave qu'il jugeait insignifiant. La ruine n'est plus une menace financière, elle est devenue sa réalité physique, son identité profonde. « Monsieur de Valmont, déclare le juge avec une froideur qui ferait frémir le plus endurci des criminels, votre nom sera effacé de la liste des citoyens respectables de cette colonie. L'arrestation est officielle, filmée par l'histoire dans l'ombre des cannes à sucre et du maïs disparu. Le trio s'avance vers la cour, passant devant le maître déchu sans même lui accorder un regard de haine ou de pitié. Pour Basile, Valmont n'existe déjà plus. Il n'est qu'une vibration parasite qui vient de s'éteindre pour toujours. Les preuves contenues dans ces pages vont déclencher une onde de choc qui remontera jusqu'au palais du gouverneur à Saint-Pierre. Des dizaines d'autres propriétaires, impliqués dans le réseau de Valmont, sentent déjà le vent de la justice souffler sur leur propre plantation. Le juge de Kerlouan, par un acte d'autorité exceptionnel, déclare la mise sous séquestre immédiate de l'habitation et la protection de tous ceux qui y travaillent. Ce n'est pas encore l'abolition totale, mais pour les gens de Valmont, c'est le premier souffle d'une liberté réelle. Ils n'écoutent plus le sol pour savoir quand arroser ou quand récolter pour le profit d'un tyran. Il écoute le chant des oiseaux qui reviennent après le passage de la nuée noire, un son qui ne porte aucune menace de fouette ou de fer. « Garde-le » murmure l'enfant. « Il nous a ouvert la porte de la lumière. » Basile prend l'objet, sentant le fer froid dans sa paume, symbole d'une douleur qui commence enfin à cicatriser sous le soleil des Antilles. Le comte part vers son destin, un procès infamant, la confiscation de tous ses biens et une cellule sombre qui lui rappellera celle où il avait enfermé Adèle. La roue de la justice a tourné, broyant sur son passage l'arrogance et la cruauté de ceux qui se croyaient au-dessus des hommes. Il dépose le médaillon au cœur d'un sillon, là où le maïs aurait dû pousser, comme on plante une graine pour les générations futures. Il ne veut plus rien posséder qui vienne de se passer de fer et de sang, préférant laisser la terre reprendre ce qu'elle a porté. Le silence est revenu sur la vallée, mais c'est un silence différent, léger, presque musical. Les insectes sont partis, emportant avec eux la fortune d'un faussaire et laissant derrière eux la chance d'une renaissance pour ceux qui ont survécu. Ils ne se retournent pas, leur silhouette s'effaçant lentement dans la lumière dorée de l'après-midi. L'histoire de l'esclave gardien s'achève ici, non pas par une explosion de violence, mais par le triomphe silencieux de la vérité sur le mensonge. La nature reprend ses droits, effaçant les cicatrices des hommes pour mieux préparer l'avenir. Le sacrifice de la récolte était le prix de la dignité, et Basile savait, en écoutant le sol une dernière fois, que ce prix n'était rien face à la valeur d'une vie libre. Cette affaire de l'habitation Valmont reste gravée dans les archives comme le moment où la terre elle-même a choisi son camp. L'arrogance précède toujours la ruine, et parfois, la justice porte les ailes d'une nuée noire. N'oubliez pas de noter ce récit de 0 à 10 dans les commentaires et de vous abonner pour découvrir d'autres secrets que l'histoire a tenté d'enterrer. Votre soutien permet à ces voix du passé de continuer à résonner dans le présent. Le silence n'est plus une sentence, c'est désormais une promesse. Merci d'avoir suivi cette enquête jusqu'au bout, là où la justice finit toujours par trouver son chemin, même dans l'obscurité la plus profonde.